votre précieux conseil, mais aussi vos précieux commentaires par rapport, sur votre présentation, par rapport bien sûr à ce nouveau livre qui est en train de s'écrire, cette nouvelle page qui est en train d'être écrite entre le Maroc et la France, notamment grâce à la visite de Macron, donc le président Macron, qui est le président de la France et qui est venu voir avec le roi Mohamed VI, Sa Majesté, essayer de renouer cette alliance qui est ancestrale et qui nous unit, bien sûr, qui est plus qu'une alliance économique, hein. C'est vraiment une alliance qui est culturelle, une alliance qui est économique, et c'est une relation qui est profonde entre les deux pays. Je vous présente d'abord Monsieur Badr, vous êtes conseiller chargé de la communication auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Vous avez occupé plusieurs missions, dont professeur universitaire, chargé en droit des affaires à l'université Hassan II. Vous avez été chargé de mission au sein de la direction des budgets du ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi chargé de mission au sein des services privés du chef du gouvernement, conseiller politique et juridique à l'ambassade du Qatar à Rabat et enfin consultant en renforcement des capacités. Donc, c'est vraiment un CV qui est très élogieux, machallah. Je vous félicite d'abord pour votre parcours et je vous remercie encore une fois au nom de tout le groupe HECI d'être ici parmi nous. Pour ce premier webinaire, qui est un webinaire dédié justement à l'observatoire de l'entreprise, un observatoire qui est mis en place par M. Rissassi, qui est une vision de M. Rissassi que nos étudiants connaissent au plus près le secteur économique et les secteurs économiques, que ce soit au niveau national et international, mais des entreprises aussi leaders. Et dans ce contexte-là, avoir une connaissance sur ce partenariat entre le Maroc et la France, c'est avoir aussi une connaissance sur les opportunités futures qu'il peut y avoir entre les deux pays, mais aussi dans les secteurs, bien sûr, de ces pays. Je vous laisse la parole, Monsieur Badr, sans plus tarder. Je vous souhaite bon courage et à tout de suite, Inch'Allah. Je vous remercie. Je vous remercie à mon tour. Je vous remercie infiniment, cher ami, pour cette présentation et pour la modération aussi. Je remercie également le groupe HECI de m'avoir invité pour mettre en lumière un sujet très important qui est le sujet des relations franco-marocaines qui ont connu un changement profond suite à la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc la semaine avant-dernière. Mes remerciements s'adressent également à mon cher ami Silk Bell. Je le remercie infiniment aussi de m'avoir invité pour animer ce webinaire et ce débat sur ce sujet très important. Tout d'abord, parlant des relations franco-marocaines, ça nous renvoie directement à l'histoire. C'est une question tout d'abord d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle que Monsieur le Président Emmanuel Macron, lorsqu'il intervenait devant les députés des deux chambres du Parlement marocain, a commencé par l'histoire et a renvoyé vers une époque lointaine, vers l'époque contemporaine et médiévale, en disant que les relations entre le Maroc et la France remontent à cette époque où les émissaires, les agents diplomatiques, les ambassadeurs, les consuls, les présents étaient toujours en échange permanent entre l'Empire chérifien à l'époque, le Maroc, et la France. Donc au début, c'était l'amitié, c'était la collaboration, la coopération sur plusieurs sujets en relation avec le commerce, avec des sujets sécuritaires contre la piraterie et autres. Et ces relations ils vont être changées au fil d'histoire entre la France et le Maroc. Ces relations vont tantôt pencher vers le rapprochement et aussi vers des tensions avec des phases de confrontation ouvertes entre le Maroc et la France. Ces relations ont atteint des sommets de conflits, notamment durant le 19e siècle, car la France a changé de politique étrangère, qui est devenue plus hostile à l'égard des pays du Sud, notamment suite à l'occupation de l'Algérie par la France en 1830, la date de la première confrontation militaire directe entre le Maroc et la France. C'était la bataille d'Isly en 1844, qui était la première confrontation militaire et qui était le début d'une longue histoire de confrontation qui ont caractérisé le 19e siècle et aussi le début, la seconde moitié et la première moitié du 20e siècle.
Donc, durant cette époque, toujours restant au 19e siècle, le Maroc se trouvait dans l'obligation de défendre ses frontières euh, et aussi de faire face à des intentions coloniales, notamment de la France et de l'Espagne, qui ont occupé plusieurs territoires au sud du Maroc et aussi au nord du Maroc et aussi au niveau du Sahara oriental. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc, à partir de 1822, avec Moulay Slimane, avec Mohamed Rabé, avec les différents sultans Hassan al-Awwal, le sultan Abdelaziz et autres, ont toujours essayé de garder un certain équilibre entre le Maroc et la France, tantôt par des voies militaires, tantôt par des voies de coopération. Parce qu'on parle de plusieurs batailles, dont la bataille d'Islay, certains bombardements de la côte marocaine par la flotte militaire française, notamment le bombardement de l'Alaïch et Tanger dans un certain temps, mais aussi dans ce contexte tendu et conflictuel, il y avait aussi de la coopération commerciale et économique entre le Maroc et la France, vu que ces relations étaient encadrées par la ratification d'une convention d'amitié et de commerce entre le Maroc et la France en 1862, c'est-à-dire 2 années après la défaite de l'armée marocaine devant l'Espagne pendant la guerre de Tétouan. Donc, durant le 19e siècle, vraiment, le Maroc a subi le poids et la pression des différentes puissances coloniales, notamment celles de la France et de l'Espagne, qui ont grignoté son territoire au fil du temps à partir de 1830 jusqu'au début du XXe siècle. Et à partir de cette date, le Maroc se trouvait obligé à accepter de négocier avec la France d'autres termes de collaboration, de coopération, parce que à partir de 1905 jusqu'à 1912, on a subi tout d'abord les conséquences d'un désordre total qui a vraiment secoué l'ordre social et la paix au Maroc, parce qu'il y avait plusieurs soulèvements et un certain désordre et anarchie tribale au niveau du Maroc, et aussi un certain chaos économique qui a vraiment bouleversé l'ordre économique au Maroc et a poussé le sultan à l'époque, Moulay Abdelaziz, et après Moulay Abdelhafid, à chercher d'autres voies pour sauver la situation. Et parmi ces voies était négocier le cadre d'une certaine présence permanente de la France et l'Espagne au Maroc. Et c'était à travers tout d'abord l'accord d'Algésiras en 1906 et après celui du protectorat à partir de 1912. L'instauration du protectorat va instaurer des nouvelles règles du jeu, c'est-à-dire que à partir de cette date, la France va devenir l'autorité qui va s'occuper de la modernisation de l'administration marocaine, de la modernisation et de la construction des structures économiques au Maroc, de la représentativité aussi diplomatique du Maroc à l'étranger, tout en laissant une partie de tout ce qui est en relation avec la religion, avec l'awqaf, c'est-à-dire avec les habous, avec la justice, l'enseignement primaire et tout ça, pour le sultan, c'est-à-dire il y avait une certaine séparation entre le centre d'intervention économique, administratif, politique et diplomatique accordé via l'accord de 1912, l'accord de traité de Fès, euh, c'est-à-dire selon ces termes, ils ont accordé à la France plusieurs responsabilités et plusieurs compétences et pouvoirs, alors que le sultan à l'époque, Moulay Abdelhafid, gardait juste un minimum. Donc c'était des règles du jeu déséquilibrées qui ont favorisé une certaine présence de la France sur le sol marocain et aussi de l'Espagne. Cette présence, malheureusement, il va aller au-delà des termes du traité du protectorat de Fès, ni avec l'Espagne, ni avec la France, mais surtout avec la France, qui va essayer de détourner les dispositions de ce traité pour servir ses intérêts coloniaux au Maroc, tout en transformant le protectorat à un colonialisme direct. Et ça, ce qui était derrière l'apparition de plusieurs mouvements de résistance, que ce soit tribal, qui ont duré, et bien sûr, une résistance armée qui a duré jusqu'au 1934. Donc, le dernier, c'était Sous-Beslan, passant par Abdelkrim Khattabi, passant aussi par les révoltes de Mouhaf Mouzayani dans la région de Zayan et tout ça. Et après, on va assister à l'apparition d'une nouvelle ère avec le mouvement nationaliste, avec Abdelkhalq Torres,
avec El Fassi, avec Hassan El avec d'autres figures qui ont caractérisé la lutte pacifique et politique contre et la résistance politique contre la présence des Français au Maroc. Au début, c'était juste c'est juste des sollicitations pour que la résidence générale, c'est-à-dire la France, respecte ses engagements via le traité du protectorat de Fès. Mais à partir de 1934 jusqu'en 1944, il y aura un changement radical au niveau des revendications des mouvements nationalistes marocains qui ont commencé à demander l'indépendance du Maroc, puisque la France n'a pas respecté les termes du traité de 1912. Donc c'est le temps pour que les Marocains, à leur tour, demandent l'indépendance et demandent que la France quitte le Maroc et demandent aussi l'élaboration des nouvelles règles de jeu entre le Maroc et la France, des règles équilibrées et des règles d'équité entre le Maroc et la France. Et je pense qu'à partir de 1944 jusqu'à 1956, c'était une période de turbulence, de violence, de résistance, donc qui ont vraiment été illustrés par l'exil forcé du feu Sa Majesté le roi Mohamed V et Hassan II, par l'exil forcé de plusieurs figures du mouvement nationaliste, notamment El-Fassi Hassan Ouazzane et autres, par une pression armée, sanglante, qui a laissé derrière elle des milliers de martyrs et des personnes arrêtées et torturées dans les prisons de la France au Maroc. Donc c'était une période douloureuse, c'était une mémoire partagée, mais une mémoire vraiment qui est sous les plusieurs interrogations sur le passé colonial de la France et sur cette violence injustifiée de la France à l'égard des ressortissants marocains et à l'égard du Maroc à cette époque. Donc, c'était une période de turbulence, de résistance, mais c'était une période qui a poussé la France à reconnaître l'indépendance du Maroc à partir de 1956 et d'accepter un retour triomphant de Sa Majesté le roi Mohamed V au Maroc. Et à partir de cette date, on a instauré les jalons d'une nouvelle ère et des nouvelles relations entre le Maroc et la France, bien sûr, articulé sur des nouvelles règles et normes entre les deux États. C'était une période aussi de turbulence entre 1956 et 1961 parce que le Maroc soutenait la résistance algérienne. Donc, il a refusé toute négociation de ses droits sur le Sahara oriental un certain temps avec la France parce qu'il l'a jugé en tant que trahison, vu que la négociation doit être effectuée avec les représentants légitimes du peuple algérien. Donc, voilà. Donc, le Maroc a refusé. Ce refus était mal reçu par les Français qui ont à leur tour approuvé ces territoires qui ont approuvé le, la séparation définitive des dix territoires du Sahara oriental et leur annexion définitive au département de l'Algérie française. Et bien sûr que après l'indépendance de l'Algérie, malheureusement, nos confrères algériens ont refusé de renégocier la question du Sahara oriental et des frontières. Ils ont préféré de garder entre leurs mains ces territoires marocains. Donc voilà, donc à partir de cette date, on a instauré les jalons des nouvelles relations entre le Maroc et la France, de la collaboration économique entre le Maroc et la France. C'était une période caractérisée par un besoin énorme de la France au niveau de la main-d'œuvre marocaine. On a assisté à une immigration intensive de plusieurs milliers de Marocains pour aider aux efforts de la construction de la France d'après-guerre. Et c'était la première génération des émigrés marocains qui ont préféré de résider et de rester en France et de construire et de fonder leur famille en France. Et bien sûr, c'est le début de la reconstruction d'une grande diaspora marocaine dont le nombre aujourd'hui dépasse les 5-6 millions de Marocains répartis partout dans le monde. Donc, il y avait de la collaboration économique. La France a aussi essayé de cadrer cette collaboration, coopération à travers une dizaine de conventions et de traités. Donc, beaucoup de Français ont préféré aussi de rester ici au Maroc et d'investir et de garder leurs entreprises ici au Maroc. Donc, il y avait une certaine
collaboration très avancée entre le Maroc et la France sur plusieurs niveaux économiques, de celui de la gouvernance, celui des politiques publiques. Mais juste à côté de cette collaboration, il y avait aussi des turbulences liées à plusieurs dossiers qui ont resté toujours sans, 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 sans solution entre les deux États, notamment celui des frontières, celui des territoires annexés à l'Algérie, la question de Boumbarka dans un certain temps, de l'opposition marocaine qui trouverait, qui était réfugié en France et qui profitait du soutien français. Un certain temps, c'était beaucoup de problèmes politiques qui émergeaient sur la surface des relations entre le Maroc et la France, mais ces conflits temporaires et ces tensions en relation juste avec les relations politiques entre les deux États n'ont jamais impacté les relations économiques entre les deux États. Toujours, la France a resté le premier partenaire économique du Royaume, le premier investisseur du Royaume, et euh, le, le, les turbulences qu'on a vécues au niveau des relations politiques et diplomatiques n'avaient presque aucun impact sur les relations économiques entre le Maroc et la France. Donc, les deux pays ont réussi à instaurer une relation économique stable, loin des tensions politiques qui bouleversent de temps en temps l'ordre des relations entre le Maroc et la France. Donc, les relations entre le Maroc et la France changeaient de temps en temps avec les politiques adoptées par les présidents français, donc que ce soit avec De Gaulle, avec Giscard d'Estaing, avec François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron. Toujours il y avait des hauts et des bas. Des hauts et des bas. L'avant-dernier, c'était Sarkozy, donc il y avait des relations intenses avec la France durant le mandat de Nicolas Sarkozy. Il y avait une collaboration intense au niveau économique entre le Maroc et la France durant cette époque. Nicolas Sarkozy soutenait les positions marocaines diplomatiques, bien sûr, concernant l'intégrité concernant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Donc voilà, mais juste après, on va assister à un changement de, 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 des positions diplomatiques françaises à l'égard de plusieurs questions en relation avec le Maroc, notamment celle concernant la souveraineté du Maroc sur la province du Sud. La France, à l'époque de M. Emmanuel Macron, aussi a mal choisi certaines positions diplomatiques, le temps que certaines grandes puissances se rapprochaient du Maroc tout en reconnaissant ses droits légitimes sur les provinces du Sud, notamment la France, notamment l'Espagne et les États-Unis d'Amérique. La France a refusé de s'aligner avec ces grandes puissances. Et c'était une déception pour le Maroc parce qu'on parle du premier partenaire économique, on parle d'un ami et d'un allié stratégique pour le Maroc. On parle aussi de l'histoire partagée entre nos deux peuples et les deux États. Et malgré ça, des États loin comme les États-Unis d'Amérique, la grande puissance mondiale, et aussi l'Espagne et d'autres États ont reconnu les droits légitimes du Maroc sur ses provinces du Sud, alors que la France continuait à adopter des positions ambiguës à l'égard de cette question de l'intégrité territoriale du Sahara, tout en affichant un certain rapprochement au régime Tebboune et Chengrija. Euh, donc, c'était mal reçu par le Maroc, c'était inacceptable et c'était pour le Maroc injustifiable pour la France. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc s'est montré ferme à l'égard de la France et lui a demandé de changer sa position diplomatique à l'égard de la question de l'intégrité territoriale du Maroc, tout en expliquant la nature de ses relations étroites avec l'Algérie, puisque l'Algérie, durant ces 4 dernières années, a devenu plus hostile à l'égard du Maroc, malheureusement, et a essayé maintes fois d'impacter ses relations, que ce soit avec l'Espagne ou que ce soit avec la France, et d'essayer d'éloigner le Maroc d'un rapprochement éventuel, que ce soit avec la France, que ce soit avec l'Espagne. Il a échoué avec l'Espagne parce que l'Espagne a été ferme dans cette question des affaires étrangères, donc il est contre toute ingérence algérienne dans cette question. La France, vu certaines considérations géopolitiques, la France, un certain temps, surtout avec le déclenchement du conflit entre l'Espagne, entre la Russie et l'Ukraine, était dans le besoin
pour aller chercher d'autres fournisseurs de gaz naturel. Et bien sûr, l'Algérie a bien joué cette carte, tantôt contre l'Espagne, tantôt contre le Maroc et tantôt aussi contre la France. La France a cédé l'Algérie malheureusement et a accepté de faire plusieurs concessions sur plusieurs questions de relations bilatérales entre le Maroc. Il s'est éloigné de plus en plus du Maroc, tout en se rapprochant de l'Algérie sur des questions, des concessions sur des questions de mémoire partagée entre la France et l'Algérie, surtout avec la création de la commission Stora, qui a rassemblé certains historiens français pour trancher la question de la guerre d'Algérie et guérir les blessures issues de cette guerre d'Algérie et fermer ce livre qui reste jusqu'aujourd'hui ouvert et qui vraiment empoisonne les relations entre la France et l'Algérie. Donc, et malgré ces concessions, malgré ce rapprochement, je pense que la France a mal choisi les cartes cédées à l'Algérie et mal choisi aussi l'alignement à côté de l'Algérie qui se trouve de plus en plus isolé sur la scène continentale et sur la scène internationale. Euh, Malheureusement, l'Algérie a entretenu des relations tendues avec son entourage, avec le Mali, avec le Tchad, avec l'Espagne, avec même la Russie, avec d'autres États. Et avec le temps, se trouverait de plus en plus isolé et éloigné de la scène politique internationale et son influence devient de plus en plus faible sur le plan continental et régional aussi international. Ce temps-là, la France, à son tour, perd, perd, plusieurs, perd son poids au niveau de l'Afrique, que ce soit le poids économique et commercial et aussi politique en faveur d'autres grandes puissances qui venaient de s'installer en Afrique, notamment la Chine et les États-Unis d'Amérique, la Turquie, la Russie et autres. Même la France a été chassée de plusieurs États africains, notamment de l'Afrique subsaharienne, après le renversement du pouvoir dans ces États. Donc la junte a demandé de la France de démanteler ses bases militaires dans la région et de quitter le pays. Donc c'était un peu humiliant pour la France et l'Algérie n'a rien fait pour soutenir la France. Donc c'était une carte mal jouée par la France, ce qui a positionné le président français Emmanuel Macron dans une position délicate, tantôt à l'égard de l'opinion publique qui reprochait au président Macron d'avoir perdu un allié crédible qui est le Maroc en faveur d'un autre qui n'a rien fait pour aider la France pour qu'il récupère sa place au niveau continental, tantôt pour l'élite politique qui se reproche de plus en plus des propos de l'extrême droite et qui demande à Emmanuel Macron de changer carrément de discours et de positionnement à l'égard de l'Algérie. Donc, vu ces pressions, vu ces pertes, donc je pense que la France a été dans l'obligation d'aller changer de politique étrangère à l'égard de l'Algérie, à l'égard du Maroc et à l'égard de l'Afrique. Mais cette fois-là, le Maroc, certes, cherchait à rétablir ses relations avec la France, mais bien sûr selon des nouvelles règles, des règles qui prennent en considération l'approche gagnant-gagnant et des règles qui établissent un certain équilibre au niveau des relations, une certaine équité. Donc on parle de gagnant-gagnant, d'équité et aussi d'équilibre. La France a besoin du Maroc parce que le Maroc a subi une transformation et une mutation spectaculaire durant ces 2 dernières décennies, donc surtout au niveau économique. Donc on est en pleine mutation pour transformer notre économie d'une économie qui était fortement caractérisée par la domination des activités agricoles et touristiques et tertiaires vers une économie dominée par les secteurs industriels, technologiques, ceux des énergies renouvelables et tout ça. Donc, le Maroc présente un modèle économique dynamique et en pleine expansion. Donc, c'est-à-dire pleine expansion, plein d'opportunités pour les partenaires économiques français. Donc, c'est la raison pour laquelle on trouve jusqu'aujourd'hui, on a
le premier investisseur aujourd'hui au Maroc, malgré ces tensions, malgré ces perturbations au niveau des relations diplomatiques et politiques, ce sont les Français. Les plus grandes boîtes aujourd'hui installées au Maroc, les plus grandes entreprises installées au Maroc, que ce soit dans le secteur d'automobile, le secteur de l'offshoring ou les secteurs des services, l'hôtellerie, BTP, ce sont des Français. Ils emploient plus de 150 000 Marocains. Donc, ils ont un poids pesant au niveau de l'économie marocaine. Et aussi, il faut prendre en considération, aujourd'hui, on parle de plus de 1300, pas seulement 1000 entreprises, 1300 entreprises françaises qui opèrent sur le sol marocain. Donc voilà, c'est un investisseur de taille avec des investissements qui dépassent les 10 milliards de dollars aujourd'hui. Donc c'était un enjeu majeur pour les Français et pour Emmanuel Macron. Juste à côté, il faut prendre en considération aussi le poids diplomatique croissant du Maroc. Le Maroc aujourd'hui, c'est l'allié stratégique des États-Unis d'Amérique, c'est un allié stratégique de l'Espagne, c'est un allié stratégique de plusieurs pays du Golfe, et donc, et aussi, c'est un allié stratégique de plusieurs pays africains, notamment au niveau de l'Afrique occidentale, l'Afrique subsaharienne, où il y a plusieurs pays qui ont reconnu la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud et qui ont ouvert leur représentation diplomatique à Dakhla et Al-Ayoun. Aujourd'hui, à Dakhla et Al-Ayoun, plus de 30 consulats dans Dakhla et Al-Ayoun, dont la plupart ce sont des pays africains, des pays arabes. Et prochainement, certainement après l'élection du président américain Donald Trump, les États-Unis d'Amérique va avoir aussi sa représentation diplomatique, son consulat à Al-Ayoun. Donc voilà, donc c'était une lecture des nouvelles changements géopolitiques dans la région. C'était un choix pour la France de s'adapter aux revendications du Maroc, de s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Et voilà, on a assisté à une invitation de Sa Majesté le roi du président Emmanuel Macron pour venir au Maroc, pour rencontrer le roi du Maroc, pour rencontrer l'élite politique et économique du Maroc et pour relancer à nouveau et redynamiser les relations économiques entre le Maroc et la France. Et voilà, on a assisté à la conclusion et la signature de plus de 22 conventions qui couvrent plusieurs secteurs économiques allant de chemin de fer, de transport, la logistique, le portuaire, l'industrie navale, les énergies renouvelables, jusqu'aux les relations culturelles entre les deux pays et les relations sportives et autres. Voilà. Donc, c'était une relance spectaculaire, une relance inédite des relations entre les deux pays. Et on peut aujourd'hui, on parle que vraiment, on a dépassé le stade du partenariat stratégique entre le Maroc et la France, mais aujourd'hui, on parle d'un stade exceptionnel, partenariat exceptionnel entre le Maroc et la France. Donc voilà, donc la France aujourd'hui a décidé aussi que ces investissements vont être couvrant également les provinces du sud du Maroc. Donc, ils vont élargir les périmètres des investissements français sur le sol marocain. Et aujourd'hui, la France soutient aussi le projet d'autonomie pour les provinces du Sud que le Maroc a déjà présenté en tant que la seule solution pour résoudre ce problème qui a perduré de plusieurs décennies, qui a bloqué aussi le développement de la région et qui a paralysé l'UMA et d'autres formes de collaboration régionale. Donc la France aujourd'hui s'allier avec un allié stratégique et de taille qui est le Maroc, et dont l'économie est en pleine expansion, en plein dynamisme, surtout au niveau des provinces du Sud, que le Maroc souhaite transformer en plateforme économique orientée vers l'Amérique latine et vers l'Afrique occidentale, et que je pense que la France va saisir cette opportunité pour accompagner cette transformation et ces mutations économiques du Maroc. En même temps, pour gagner plus de crédibilité, parce qu'aujourd'hui, j'espère bien que la France prendre en considération les mêmes règles lors de ses relations avec et des négociations avec les pays du Sud, notamment les pays africains. Parce que ce qu'on cherche aujourd'hui en relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire il faut abandonner cette politique coloniale articulée sur l'exploitation massive des richesses de la région, une politique équilibrée entre les deux États, c'est-à-dire il y a une certaine équivalence et un certain on parle de certaine équité au niveau des relations entre les deux États. Donc voilà, ce sont des nouveaux règles qui pourront donner plus de crédibilité à la France et pouvant préparer le terrain pour un retour de la France à l'Afrique, mais selon des nouvelles règles.
Aujourd'hui, l'avenir se joue ici à l'Afrique. C'est ici qu'il y a une vraie compétition et concurrence entre les grandes puissances du monde. La Chine a investi plus de 200 milliards de dollars, les États-Unis d'Amérique plus de 80 à 100 milliards de dollars, la Turquie, la Russie, l'Inde, plusieurs États essaient aujourd'hui de trouver une place dans ce continent en pleine métamorphose, un continent orienté vers l'avenir. Et je pense que la France a fait le bon choix de s'allier avec le Maroc et je pense que l'avenir sera prometteur. Je vous remercie infiniment parce que j'ai consommé mes 30 minutes. Donc voilà, j'espère bien développer cette présentation lors de la réponse à vos interrogations et questions. Je vous remercie infiniment et je vous donne, cher ami, la parole. Je vous remercie, Monsieur Badal, je vous remercie pour cette présentation qui était très riche, très, très. Je vous me recevez? Est-ce que tout le monde me reçoit? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, parfait. Donc, je vous remercie pour cette présentation qui était très riche, riche en informations. Donc, je pense que nos étudiants ont pu prendre note et l'ensemble des étudiants donc, du groupe HECI ont pu prendre note des éléments que vous avez énumérés. Donc, des éléments d'abord qui sont historiques, à savoir une relation ancestrale, comme vous l'avez dit, et qui est historique, qui se relève et qui se révèle dans la culture, mais aussi dans des relations familiales et de proximité qu'il y a entre ces deux pays, mais aussi tous les avantages que vous avez énumérés, bien sûr, qui sont de l'ordre du partenariat, du nouveau partenariat, donc avancé, on pourrait l'appeler comme ça, le nouveau partenariat avancé entre le Maroc et la France. Un point aussi que vous avez mis en avant qui est primordial et qui est très important, c'est l'importance de l'investissement direct étranger. Donc, le Maroc est un investisseur primaire dans la région aussi en Afrique. Donc, c'est le premier investisseur africain donc, en Afrique. Et il a maintenant sa place parmi les grandes puissances de ce monde sur un marché qui est très concurrentiel, ce marché africain, qui représentera par la suite plus d'1 milliard d'individus. Donc, ce qui est quand même au niveau des marchés quelque chose qui est très important, mais aussi donc s'allier avec la France afin de pouvoir justement être dans ce nouveau partenariat, comme vous l'avez dit, gagnant-gagnant, qui change un petit peu avec le partenariat traditionnel Nord-Sud, avec des produits qui sont vraiment manufacturés du Nord et une description du Sud qui est focalisée sur les matières premières. Non, nous sommes dans ce nouveau partenariat, donc stratégique de gagnant-gagnant, avec, Inch'Allah, un avenir prometteur, surtout pour le Maroc, mais aussi pour la France. Donc, je laisse la parole à l'auditoire, donc au cas où il y a des questions pour nos collègues ou donc nos chers étudiants, on est là pour y répondre. Monsieur Mehdi, Oui, bonjour, monsieur Adami. euh, Abdelhamid. ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alors, merci. Alors, au nom du corps professoral et du staff administratif et des étudiants à travers tout le réseau HECI, on vous remercie pleinement pour ce webinaire organisé et surtout de notre hôte d'aujourd'hui, hein, un gros calibre, Monsieur Rirti, qu'on remercie vivement. Et à travers lui, on remercie aussi Monsieur Qbaj d'avoir pensé à programmer cette thématique d'actualité dans le cadre de l'Observatoire du Centre international de l'entreprise pour cette semaine. Nos étudiants, ils ont travaillé durement durant cette semaine pour pouvoir y être prêts. Et c'est dans cette foulée qu'on va devoir leur céder la parole pour poser quelques petites questions à notre invité d'honneur aujourd'hui, Monsieur Respré. Il y a- Alors, il y a un étudiant qui va devoir poser une question. Allez-y. Vous vous présentez, puis par la suite, vous posez la question. Bonjour, Oui, Métis. rebonjour, c'est Tahmani, rebonjour, c'est Abdelmi, rebonjour tout le monde. Il y a juste un petit problème de connexion hein, de M. Badr. Il va nous rejoindre dans 2 minutes, même pas. Parfait, parfait. Donc, on attend à ce que Monsieur Rizki soit là. C'est ça? Tout à fait, c'est Monsieur- Abdelmi. Ok, parfait, parfait. On reste à l'écoute.
Oui, c'est Badr, vous êtes là? Ah oui, je suis là. Malheureusement, mon téléphone est éteint Ben, et c'est pas grave. ما كاين مشكل. voilà. J'espère que j'ai pas raté grand-chose parce que Non, 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 non. j'étais hâte de recevoir les interrogations et des étudiants et tout ça. Donc voilà, à nouveau, je suis avec vous. Donc, Monsieur Badr, on était en train de vous remercier. Je ne sais pas ce que vous étiez là quand on vous a remercié, donc je ne sais pas à quel moment vous avez quitté le webinaire. Donc, et Monsieur Abdelhemi aussi a pris la parole. Bien sûr, on essaiera de reprendre là où on s'est arrêté, donc avec la question de l'étudiant. Donc, Monsieur Abdelhemi, vous êtes présent avec nous? Oui, Monsieur Badr, Oui, on vous, bonjour. ré- on vous réitère nos vifs remerciements pour ce webinaire très riche et on aimerait inscrire nos étudiants dans un débat avec vous. Ce serait l'occasion pour échanger avec vous Ah à oui, propos de avec quelques, plaisir. de quelques points cités bien sûr dans votre présentation de tout à l'heure. Oui. Alors, il y a un étudiant, voilà, on va voir, c'est HECIFS. Merci, merci, monsieur, pour votre intervention et pour le temps que vous avez pris pour nous éclairer sur ces sujets importants. Je m'appelle Issa Assangaré, étudiant en troisième année HECI de Fès et je viens du Mali. En tant que Malien étudiant au Maroc, je suis fier de la relation, je suis fier de la relation entre nos deux pays, le Mali et le Maroc. Cette relation est un bel exemple de solidarité africaine optimiste pour notre avenir en commun. Alors, ma question, ma question porte sur l'impact de la reconnaissance de la France et souveraineté du Maroc sur son Sahara. Alors, pensez-vous que cette décision pourrait encourager d'autres pays, notamment membres du Conseil de venir, comme par exemple la Chine, aussi à suivre ce chemin? Et en soutenant davantage le Maroc, cette grande puissance pourrait contribuer à faire du Maroc un pays incapable de servir de modèle diplomatique. S'il vous plaît, j'ai pas bien entendu, j'arrive pas bien Alors, à alors, entendre votre. Monsieur Abdelhemi, on n'arrive pas bien à vous entendre, on n'arrive pas bien à entendre les questions de l'étudiant, donc on n'a pas réussi à très bien l'entendre, s'il Alors, vous plaît. ok, est-ce que maintenant vous me recevez? Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est Très Abdelhemi. bien. Alors, voilà. Donc, l'étudiant, il va reprendre sa question, s'il vous plaît. oui. alors, monsieur, Oui, c'est Abdelhemi, le même problème de son. Donc, Monsieur Abdelhemi, je vais prendre Oui. la parole. Donc, Monsieur Badr, et il y a une question par rapport à un étudiant de Oujda, qui m'a posé directement la question. Je vais vous la poser. Ne trouvez-vous pas que le Maroc reste la seule alternative pour la France, justement aujourd'hui, pour avoir accès au marché de l'Afrique? Ah oui, effectivement, mais pas la seule. Il y en a d'autres alternatives, mais l'alternative le plus crédible, le plus fiable, parce qu'aujourd'hui au Maroc a déjà, déjà tissé au fil des temps des relations très importantes et très intéressantes avec certains pays africains, notamment au niveau de l'Afrique occidentale. Et je pense que cette crédibilité aujourd'hui qui pourra aider la France à se repositionner sur le marché français, sur le marché africain, en ajoutant à cela, cette crédibilité, une présence réelle des entreprises marocaines, du système financier, c'est-à-dire les banques, les assurances marocains sur le sol de certains pays africains. Donc voilà. Mais ce que le Maroc demande à la France aujourd'hui, c'est de revoir ses règles du jeu, c'est-à-dire de prendre en considération que même ces pays africains aujourd'hui ont le droit d'être gagnants de cette relation, pas seulement la France comme c'était auparavant. Ils ont le droit de profiter au maximum de cette relation qui était déséquilibrée auparavant. C'est-à-dire de tirer le maximum de profit pour aider leur pays à avoir de la technologie, à booster leur taux de croissance, à développer leur pays. C'est ça ce que le Maroc plaidoie auprès des Européens, auprès de la France. Et aujourd'hui, si la France compte sur le Maroc pour revenir à certains pays africains, donc il doit prendre en considération ces nouveaux règles et ces nouvelles approches. Voilà ce que le Maroc
essaie aujourd'hui de faire comprendre à la France, et je pense que jusqu'à l'instant, on a déjà constaté que la France a commencé à revoir ses politiques étrangères, surtout suite à la crise qui a caractérisé, qui a marqué ses relations avec les pays de l'Afrique subsaharienne, avec ce changement d'élite qui est devenu plus hostile aujourd'hui. Cette élite qui est au pouvoir aujourd'hui dans plusieurs États africains, elle est très hostile à la France, très hostile à la présence militaire et diplomatique et économique de la France dans la région. Mais je pense que via le Maroc, il y aura certainement des issues pour soulager les tensions et pour renégocier un reposition de la France dans la région. Effectivement, Monsieur Badr, une réflexion très intéressante hein, qui est en même temps du repositionnement par rapport disons, à une histoire qui est coloniale, surtout qui est coloniale, et cette vision qui est un petit peu aujourd'hui négative hein, des pays subsahariens. La France est un peu vue d'une manière assez donc, colonisatrice, assez profiteuse aussi. Donc, et disons-le, ce sont les mots qu'on peut utiliser. Elle a profité donc, de certains pays africains durant des années. Et aujourd'hui, le positionnement du Maroc au niveau de l'économie subsaharienne est très important, notamment, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez énuméré, dans le domaine et le secteur bancaire, qui est un des piliers du Maroc, hein, même en termes d'investissement direct étranger, sur les pays subsahariens. Donc ce partenariat, espérons-le, qui sera maintenant dans l'intérêt aussi de pays africains et aussi pour le Maroc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers étudiants, peut-être? S'il vous plaît. Si vous me permettez, j'ai Oui. une question. Oui. Bonjour, bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. On tient vraiment à vous remercier pour la qualité de votre intervention. Franchement, on a suivi plutôt une présentation agréable avec tous les intérêts de du nouveau partenariat. Maintenant, si vous permettez, je vais céder la parole à une étudiante de troisième année qui va vous poser une question un petit peu particulière. D'accord? Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis l'étudiante Dayo Zinebou Samira, étudiante en troisième année HSCI Casablanca. Alors, merci pour la qualité de votre présentation. J'ai une question qui vous est adressée, monsieur. Alors, comment la position de la France sur le Sahara marocain ont influencé ces nouveaux accords? Et comment les accords peuvent influencer sur le sud du Sahara? Sur le sud du Sahara marocain. Oui. Vu que la France n'était pas d'accord que le Sahara appartenait au continent marocain ou au pays Maroc. Oui. Non, ce n'est pas la France qui n'a pas été d'accord. Le problème, que la France a gardé toujours certains positionnements ambigus. Vous voyez, la France toujours était l'allié du Maroc. Sur plusieurs questions politiques, c'était la France qui venait pour soutenir le Maroc. Mais sur la question de l'intégrité territoriale, la France a gardé toujours certaines distances. Et c'était inacceptable pour le Maroc. Si c'était acceptable durant certaines périodes, les années 80, les années 90, même au début des années 2000, aujourd'hui, n'est pas acceptable pour le Maroc. Pourquoi? Pour la simple raison. C'est parce que aujourd'hui, il y a des grandes puissances qu'on n'a pas la même taille de relations qu'on a avec la France, notamment celle avec les États-Unis, avec l'Espagne, avec d'autres États arabes, pays de Golfe, d'autres pays africains, et des pays qui n'ont été jamais concernés par la question du Sahara. Parce qu'aujourd'hui, le Sahara, en tant qu'ancien colonisateur et protecteur de certains pays dans la région, c'est bien que les revendications du Maroc concernant la question du Sahara et l'intégrité territoriale, ce sont des revendications légitimes, parce que c'est la France avec l'Espagne qui ont été derrière ces problèmes de frontières frontaliers entre le Maroc et l'Algérie. C'est la France et l'Espagne qui doivent assumer leurs responsabilités historiques pour résoudre ce conflit qui a coûté cher au développement de la région et de l'Afrique et du Maroc et de l'Algérie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, la France corrige aujourd'hui ces décisions qui ont vraiment perturbé l'ordre au niveau de la région suite à ce tracement des frontières qui a vraiment coûté cher à la région au niveau économique et au niveau développement.
Aujourd'hui, cette correction aura sans doute un impact positif sur la paix dans la région, sur le développement de la région. Parce que le Maroc aujourd'hui, on se prépare pour tourner la page, pour tourner cette page douloureuse de l'histoire du Maroc, qui a coûté cher, des milliers d'âmes, des milliards et des milliards de dollars gaspillés pour l'effort de guerre, des opportunités économiques de développement ratées pour le Maroc et pour la région. Donc aujourd'hui, avec cette multiplication des reconnaissances des grandes puissances, et je pense qu'aujourd'hui que l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Angleterre s'apprête pour reconnaître aussi les revendications et les droits légitimes du Maroc sur ses provinces du Sud. Aujourd'hui, on s'apprête pour trancher définitivement cette question et pour se tourner directement vers l'avenir du Maroc et l'avenir de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle on trouve aujourd'hui que le Maroc est impliqué dans des méga-projets, des projets continentaux, tels le projet de gazoduc liant le Nigeria au Maroc, le projet de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique. Et récemment, on a assisté que Sa Majesté le Roi a lancé une initiative royale pour l'Atlantique, c'est-à-dire pour donner l'outil et les mécanismes pour certains pays de l'Afrique subsaharienne pour ces deux désenclavés, pour profiter des grandes routes maritimes de commerce et pour profiter des opportunités pour développer leur économie, pour booster les taux de croissance, pour résoudre définitivement certains problèmes liés à la sécurité et liés à l'immigration clandestine et autres. Donc le Maroc aujourd'hui, je pense que la France a corrigé sa position à l'égard du Maroc. Aujourd'hui, je pense que c'est une décision historique qui aura sans doute un impact sur la paix dans la région et aussi sur la croissance et le développement, pas seulement du Maroc, mais aussi du continent africain. Je vous remercie, Monsieur Banazarel. Donc, est-ce qu'il y aurait Bal- d'autres questions de nos ouais. chers publics? Donc, Monsieur je Bal, vous... Oui, oui, Monsieur Monsieur Bal, Abdelhamid. Oui, Oui, oui. Monsieur Abdelhamid. je vous pose la question de notre étudiant Issa Sangaré. Alors, c'est toujours dans la même optique, quoi. Alors, pour lui, sa question porte sur l'impact de la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Il dit, pensez-vous que cette décision pourrait encourager d'autres pays, notamment des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, comme la Chine et la Russie, à suivre ce chemin? Et en soutenant davantage le Maroc, ces grandes puissances pourraient contribuer à faire du Maroc un leader africain capable de servir de modèle diplomatique, politique et économique pour d'autres pays du continent. Cela pourrait aider, dit-il, à construire un avenir plus stable pour les générations futures, loin des conflits et des faux débats qui affaiblissent encore trop souvent notre continent. Voilà la question de notre étudiant. Oui, merci pour cette question pertinente et très importante. Effectivement, qu'est-ce qu'il cherche le Maroc? Le Maroc cherche à résoudre pacifiquement ce conflit du Sahara. Aujourd'hui, plus de 49 ans, 50 ans de conflit, 50 ans de guerre, 50 ans de blocage. Donc, c'est le temps pour tourner la page, c'est le temps pour donner à la population de la région, que ce soit le Grand Maghreb ou l'Afrique occidentale ou l'Afrique subsaharienne, une vraie opportunité pour se développer, pour se rattraper en matière de croissance. C'est le temps. Et je pense que le modèle qu'a suivi le Maroc pour résoudre ce problème qui était entamé en 2007 par une proposition crédible et fiable, celle de l'autonomie aux provinces du Sud, voilà. Si vous voulez qu'on accorde aux provinces du Sud plus d'autonomie en matière de gestion de leurs propres ressources économiques et autres, on pourra le faire et ça sera une solution qui pourra préserver la dignité de toutes les parties concernées, que ce soit le Maroc, l'Algérie ou la population marocaine des provinces du Sud. Et je pense qu'à partir de là, que même les Nations Unies, même les grandes puissances ont commencé à changer leur position à l'égard du Maroc et à l'égard du conflit du Sahara. Parce qu'on n'a pas besoin de déclencher une autre guerre dans cette région. OK, basta. La région ne supporte plus de guerre civile. Il y a une guerre en cours maintenant en Libye. Auparavant, c'était en Algérie, au Mali, au Tchad. Donc, la région était vraiment bouleversée par les guerres. Elle a payé cher ces guerres civiles et ces guerres interétatiques. Et c'est le temps pour résoudre pacifiquement
ces problèmes. On va commencer par le problème et le conflit du Sahara marocain. Donc voilà, jusqu'à l'instant, on a le Maroc, l'Espagne, la France, les pays de Golfe, à plus de 80, 100 États aujourd'hui qui reconnaît les droits légitimes du Maroc sur ces provinces du Sud, dont la France. Et la France a vraiment une position particulière par rapport à ce conflit, parce que c'est elle qui était derrière cette répartition frontalière, ces créations de frontières entre les États et la création de certains États, même au niveau du Grand Maghreb. Donc voilà, je pense que c'est le temps pour l'Espagne et la France pour assumer leur rôle à résoudre ce problème, et c'est le temps pour tourner la page, et c'est le temps pour investir nos efforts pour développer la région, pas pour diviser la région. L'Afrique a besoin des grands projets de développement pour booster la croissance et pour répondre aux besoins des nouvelles générations. C'est ça ce que le Maroc est en train de chercher. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je me prénomme Okita Mapangou Sarah Esther. Je représente les élèves du groupe HECI MECNEF. Merci pour votre intervention et merci de nous éclairer sur le renouveau des termes des accords touchant le secteur de l'automobile dans cette visite au Maroc et leurs impacts sur l'Afrique. Merci. Ah oui. Donc, concernant l'industrie automobile, il faut reconnaître que vraiment la collaboration entre le Maroc et la France était une collaboration exceptionnelle. Donc, au Maroc, ce n'était pas des simples investissements français implantés au Maroc pour minimiser les coûts de production des véhicules auparavant produits en France avec des coûts plus élevés, c'est-à-dire pour booster la compétitivité des produits français. Mais le Maroc a demandé à la France de jouer ce jeu tout en ajoutant des nouvelles règles. C'est-à-dire que le Maroc, à partir de 2002, il a présenté plusieurs offres et opportunités à la France pour venir s'installer au Maroc, notamment en relation avec la qualité des infrastructures industrielles et portuaires et aussi avec la qualité des main-d'œuvre, c'est-à-dire les ressources humaines. En contrepartie, le Maroc a demandé à la France, les entreprises françaises, qu'il aide le Maroc à développer un écosystème industriel local à travers un transfert progressif de technologie. Aujourd'hui, cet écosystème au Maroc est composé de plus de 250 entreprises marocaines. Aujourd'hui, ces entreprises marocaines sont capables de produire des véhicules 100% marocains. Jusqu'aujourd'hui, au niveau des usines de la marque de Dacia et de Renault, le taux d'intégration varie entre 60% et 70%, et c'est un taux très élevé et représente vraiment une réussite. Et c'est une réussite du Maroc au niveau de l'importation des technologies et l'implantation des technologies sur le sol marocain et la création d'un écosystème local qui possède la technologie et la technicité et l'expérience pour produire localement des véhicules et des parties, et beaucoup de parties de l'automobile. La même histoire qu'on a essayé de reproduire au niveau du secteur de l'industrie, l'industrie aéronautique, et la même chose qu'on essaie aujourd'hui de refaire au niveau de l'industrie navale et de l'industrie ferroviaire. Parce que le Maroc ne cherche pas seulement à être un consommateur, mais au début, un consommateur, c'est acceptable, mais avec le temps, il faut acquérir de la technologie et de l'expérience pour devenir un exportateur au bout de 2 décennies. Et ce que le Maroc a devenu aujourd'hui, c'est le premier exportateur d'automobiles en Afrique, parmi les grands et les géants au niveau continental et méditerranéen et international. Et maintenant, on se prépare pour se lancer dans des nouvelles générations de voitures électriques et de batteries, et se lancer dans de nouvelles générations de la construction de l'industrie navale et aéronautique. Donc aujourd'hui, le Maroc suit un modèle d'acquisition progressive de technologie, mais en même temps de partage de technologie, parce que le Maroc, ce qu'il propose à ses partenaires africains, c'est de partager avec eux ses fruits. Raison pour laquelle aujourd'hui, on trouve que sur le sol de plusieurs pays africains aujourd'hui, et on a plusieurs complexes industriels, notamment en relation avec l'industrie extractive, c'est-à-dire des phosphates et des engrais et tout ça. Et on trouve, par exemple, le modèle nigérien, toute une industrie qui était
qui étaient implantés là-bas et qui travaillent dans ces industries. Ce sont des ingénieurs nigériens, ce sont des ouvriers nigériens, ce sont des techniciens nigériens. C'est-à-dire que le Nigeria serait capable, dans quelques années, de construire ses propres industries, ses propres usines. C'est-à-dire le Maroc joue le rôle d'intermédiaire entre l'Occident et l'Afrique, pas seulement au niveau économique et commercial, mais aussi au niveau technologique. Professeur, j'ai une autre étudiante qui doit vous poser une autre question, si vous permettez. Allez-y. Oui. Bonsoir, c'est toujours l'étudiante Dayo Samira. La question est la suivante. En se basant sur les accords, combien de nouveaux projets d'investissement français vont être réalisés au Maroc et est-ce qu'il y aura des projets marocains qui seront réalisés en France? Merci. Ah oui, bien sûr, en contrepartie, toujours il y a des projets, il y a de l'investissement marocain en France, mais toujours, la différence, c'est la taille d'investissement. Si au Maroc, on parle des investissements qui dépassent, français, bien sûr, dépassent les 10 milliards de dollars, mais pour les investissements marocains en France, ils dépassent les 2 milliards de dollars. Sachant qu'en France, il y a une présence marocaine, pas au niveau d'investissement, mais au niveau d'élite. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une élite qui influence la décision politique, c'est du soft power au niveau politique, au niveau sportif, au niveau culturel, et aussi on a une présence de plus d'1 million de ressortissants marocains aujourd'hui qui résident en France et qu'aujourd'hui on parle d'une force de production, une force qui alimente l'industrie, qui alimente les services. Donc, on essaie toujours de prendre en considération tout d'abord cette force représentée par les ressortissants marocains résidant en France et aussi les investissements qui dépassent les 2 milliards. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas la question des investissements français au Maroc ou des investissements marocains en France, mais ce sont les investissements partagés entre la France et le Maroc et orientés vers l'Afrique. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire que ces deux pays doivent dès maintenant penser ou repenser leur modèle de collaboration, de coopération et de l'élargir tout en intégrant d'autres pays africains et pour élargir le périmètre des pays bénéficiant de ce mouvement et de cette dynamique économique et faire profiter, pourquoi pas, demain ou après-demain, il y aura une implantation d'une usine de l'industrie automobile au Sénégal, au Gabon, au Côte d'Ivoire, une automobile destinée au marché africain, destinée, pourquoi pas, à l'export au marché de l'Amérique latine, tout en profitant de l'expérience marocaine, du capital de la technologie française. C'est ça ce que le Maroc cherche à instaurer, ce que cherche le Maroc à faire adhérer et fédérer les pays africains et la France autour de cette question de partage de connaissances, partage de technologies et partage des capitaux, et que le gagnant enfin sera les peuples de la région et les pays de la région, tout en répondant à un certain nombre de questions en relation avec la croissance, le développement, l'immigration et autres. Donc, je pense que l'Afrique aujourd'hui devra changer aussi, surtout les pays africains, au niveau de l'Afrique occidentale, l'Afrique subsaharienne, changer aussi de position et d'accorder plus d'importance à la question du développement et de la croissance et du partenariat, que ce soit avec le Maroc, la France ou avec d'autres pays. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui, oui. chers collègues. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur Benjeloun, à vous? Oui, bien sûr. Euh, S'il vous plaît, il y a Oui. une question, il y a une question ici. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur Benjeloun. Je Allez-y, me monsieur présente, je Benjeloun. suis Mohamed Toi, Boukaz, vas-y, une fois. associé Business School de Monsieur Rabat. Abdelmi, excusez-moi, Ouais. monsieur Benjeloun. Excusez-moi, monsieur Abdelmi. Excusez-moi une petite Ouais. minute. Je vous remercie. Excusez-moi. Prenez la parole, monsieur Benjeloun. Je vous remercie. Prenez la parole, monsieur Benjeloun. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Allez-y, Alors, monsieur j'ai Benjeloun. une autre étudiante qui a une question intéressante à vous poser. D'accord? Allez-y, mademoiselle, présentez-vous. Bonjour monsieur, moi je suis l'étudiante Coco Floriane en troisième année à HECI Casablanca. Alors ma question est la suivante. En se basant sur le discours du président français Emmanuel Macron,
dans le Parlement marocain où il a invité le souverain marocain un nouveau cadre stratégique bilatéral en 2025 à Paris, à l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration de l'indépendance du Maroc. France, quel est le type de ce nouveau cadre stratégique? Telle est ma question. Ah oui, on parle aujourd'hui d'un changement profond qui a vraiment touché les fondements et aussi les règles régissant régissant les relations entre le Maroc et la France, notamment au niveau diplomatique et aussi économique. On parle de partenariat d'exception entre les deux États, c'est-à-dire on parle d'un partenariat qui est suprême à celui du partenariat stratégique marquant l'ancien modèle de partenariat entre le Maroc et la France. Donc voilà, donc les principaux, on parle certains caractères, des caractéristiques caractérisant cette nouvelle, ce nouveau modèle de collaboration, de partenariat entre les deux États. Tout d'abord, que les investissements français vont étendre leur périmètre pour qu'ils couvrent les provinces du sud du Maroc, que le champ de collaboration au nôtre de celui de l'industrie automobile couvrira aussi d'autres champs technologiques tels le gaming, tels les énergies, les technologies employées dans les énergies renouvelables et aussi d'accélérer leur collaboration en tout ce qui concerne les nouvelles générations d'industrie automobile, d'industrie navale et aussi des chemins de fer. Il faut prendre en considération que le Maroc aujourd'hui se prépare pour répondre à un certain nombre d'engagements en relation avec des événements de taille. L'organisation de la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe d'Afrique, l'organisation d'autres événements économiques et diplomatiques de taille. Donc le Maroc a besoin des partenaires de taille, tels la France, les États-Unis d'Amérique, l'Espagne ou autres, et aussi il a besoin de ses partenaires africains parce que le Maroc est un pays africain et il a les racines en Afrique, donc c'est la raison pour laquelle toute négociation, tout débat avec les pays du Nord, le Maroc se porte-parole des pays africains et défend les intérêts de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Maroc, lorsqu'il a négocié des nouvelles règles du jeu entre le Maroc et la France, il a pris en considération que le Maroc aujourd'hui se prépare pour devenir une plateforme économique orientée vers l'Afrique et que la France doit prendre en considération ce constat et ils doivent retravailler ces règles et se repositionner à nouveau à l'égard des pays africains tout en prenant en considération des nouvelles règles qu'on a déjà précitées, c'est-à-dire l'approche gagnant-gagnant et l'équilibre illiquidé. Je vous remercie, M. Badal. Oui, donc, très chers collègues, M. Abdemi, vous voulez poser une question? Exactement. C'est l'une Oui, de nos pour la parole. étudiantes. Voilà, allez-y. Monsieur Abdemi, je pense qu'il serait plus opportun donc, de peut-être poser la question par vous-même, de la prendre comme on a fait Ah, tout à l'heure. Parce qu'on ne vous entend pas, on alors, n'arrive pas à vous entendre. ok, d'accord. Ça marche? Je vous Alors, remercie. la question, c'est de Nejwa Pilali, une étudiante en deuxième année à HEC IPES, qui aimerait vous poser une petite question sur les récents accords, ils disent, signés entre le Maroc et la France Oui. lors de la rencontre entre Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le président Emmanuel Macron. La question, c'est la suivante. Pourriez-vous nous éclairer sur les impacts macroéconomiques de ce partenariat pour les deux pays, en particulier dans un contexte où la relation franco-marocaine semble prendre un tournant vers un modèle de partenariat gagnant-gagnant? De plus, comment ce changement pourrait-il ouvrir de nouveaux horizons pour une relation nord-sud fondée sur le respect mutuel, s'éloignant des approches d'autrefois marquées par des relations asymétriques et des leçons imposées? Voilà la question, mademoiselle Joie Filali. Je vous remercie, mademoiselle Zoua, pour cette question pertinente. Effectivement, 22 conventions et accords ont été signés entre le Maroc et la France, dont la valeur dépasse les 10 milliards d'euros.
couvrant plusieurs secteurs, partant de celui de l'industrie automobile, les énergies renouvelables, le gaming, l'économie de savoir, le chemin de fer, le TGV. Donc, il y avait énormément de conventions et d'accords avec des géants, des géants industriels français. Et donc, le Maroc, l'enjeu pour le Maroc, c'est tout d'abord de faciliter l'implantation de certaines grandes industries ici au Maroc, de profiter de ce transfert de technologie, de profiter aussi d'une certaine formation accélérée, approfondie de ces ressources humaines dans des secteurs qui nécessitent une technologie de pointe très avancée que le Maroc ne possède pas aujourd'hui. Aussi, on va profiter de ce flux d'investissement à la direction du Maroc et en direction des provinces du Sud pour la première fois. Donc, pour la première fois, sachant que le Maroc se prépare aujourd'hui pour faire des provinces du Sud une plateforme économique orientée vers des nouveaux marchés, notamment c'est les marchés de l'Amérique latine, l'Afrique occidentale. Et c'est aussi un enjeu pour la France, parce que la France aujourd'hui trouve beaucoup de difficultés pour défendre ses intérêts en Afrique et pour se repositionner au niveau du marché africain. Et donc le Maroc donne cette opportunité à la France, mais tout en respectant ces nouvelles règles, l'équité, l'approche gagnant-gagnant, le respect mutuel et autres. Donc voilà, donc ce sont des intérêts mutuels entre le Maroc et la France qui encadrent ce partenariat, mais aussi des intérêts entre la France, le Maroc d'un côté et certains pays africains de l'autre côté. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, avec plus de 700 à 1 milliard d'habitants, et ça veut dire 1 milliard de consommateurs, donc c'est un marché en pleine expansion. Donc ça pourrait être une opportunité pour certaines entreprises françaises qu'aujourd'hui trouvent de difficultés sur le marché européen, sur le marché asiatique et sur le marché américain. Donc c'est une opportunité pour intégrer à nouveau le marché africain. Et aussi, c'est une opportunité pour l'industrie française pour diminuer les coûts. Parce que sachant en Afrique, on est proche des matières d'extraction des matières premières, la main-d'œuvre est moins chère, le transport, la logistique, l'infrastructure est de qualité au Maroc avec des prix compétitifs. Et aussi, on est sur les principales routes maritimes, celle passant par le détroit de Gibraltar et l'autre traversant l'Atlantique. Donc voilà, ce sont des opportunités que la France essaie de saisir et aussi de l'autre côté des opportunités que le Maroc essaie de saisir et qui pourront faire profiter aussi d'autres pays africains. Si vous permettez, Merci. Excusez-moi, Monsieur Benjeloun. Excusez-moi. Oui, Monsieur Benjeloun. Oui, dites-moi. j'ai une autre question personnelle. Sur le plan pratique, est-ce qu'on n'a pas prévu dans les accords de partenariat des périodes de mise au point? En d'autres termes, des périodes où on tire des bilans provisoires pour voir des résultats des actions entreprises à un moment donné. Et c'est l'occasion de corriger éventuellement ou bien d'encourager. Des mises au point seraient nécessaires. Est-ce qu'on les a prévues ou non pour pouvoir rectifier par la suite éventuellement? Non, non, certainement, il y a une commission composée de plusieurs ministres français et marocains pour suivre la mise en œuvre de ce partenariat et aussi de faire une certaine évaluation parallèle à cette mise en œuvre. Vous voyez, donc je pense que chaque année, il y aura des moments pour se réunir et pour discuter la cadence de la mise en œuvre et aussi l'efficacité et la pertinence et la performance des projets réalisés. Et je pense aussi les rencontres entre les chefs de gouvernement et les sommets entre Sa Majesté le Roi et le Président seront également des occasions pour revoir aussi et faire un bilan et s'arrêter sur les points forts et s'il y a un déséquilibre pour le corriger ou autre. Et je pense que le président Macron a déjà invité Sa Majesté le Roi pour effectuer une visite dans les mois prochains, je pense l'année prochaine, Inch'Allah, pour visiter la France. Et ça sera aussi une occasion pour faire le bilan et pour relancer à nouveau et redynamiser les relations entre les deux pays. Je vous remercie Merci. encore, M. Badal, on vous remercie pour votre temps que vous nous avez accordé. On passe aux deux dernières questions, s'il vous plaît. Donc, M. Badal, je vais vous passer une question du centre de Oujda. Quels effets pourrait avoir cette visite du président Macron et quel effet pourrait-elle avoir sur la relation entre le Maroc
les Marocains et les Algériens, la relation entre le Maroc et l'Algérie, cela pourrait-il avoir un impact, vous pensez, sur le futur qui pourrait être peut-être positif dans une relation peut-être de moins conflictuelle ou alors au contraire, ou bien au contraire, beaucoup plus Et, conflictuelle? et voilà une question un peu délicate et venant d'Oujda. Juste à côté de l'Algérie, je pense vraiment ce rapprochement entre la France et le Maroc inquiète les Algériens. Et bien sûr, pose plusieurs interrogations et surtout, quel sera le sort des relations tout d'abord entre la France et l'Algérie, sachant que l'Algérie va prendre des décisions et des positions aussi à l'égard de la France. Tel est le cas l'année dernière avec l'Espagne. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à dire, voilà, est-ce que ces hostilités iront jusqu'à où? Vous voyez, est-ce qu'on va plonger les relations entre la France et l'Algérie dans une crise? Est-ce qu'ils vont être traduits par des mesures provocatrices à l'égard du Maroc pour une autre fois? Donc voilà, c'est difficile vraiment de faire des prévisions des actions et des mesures prises par l'Algérie, sauf que je peux dire que vraiment j'aurais aimé que ce rapprochement aura des retombées sur l'Algérie elle-même pour qu'il révise sa politique à l'égard du Maroc, à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc et dire voilà, les grandes puissances s'alignent à côté du Maroc, s'alignent à côté de la légitimité. On est en train de perdre un allié parce que l'Algérie pourra faire du Maroc un vrai allié puisqu'on partage beaucoup de choses culturelles, linguistiques, historiques, les frontières entre le Maroc et l'Algérie, même la population, lorsqu'on parle d'Oujda, j'arrive même pas à faire la différence entre un Oujda et un Rouennais. Lorsqu'ils parlent, c'est la même culture, c'est la même histoire. Vraiment, c'est triste ce que l'Algérie, pas l'Algérie, ce que les dirigeants de l'Algérie ont fait des relations entre ces deux peuples. Et aujourd'hui, j'espère bien que ça sera une occasion pour le régime algérien pour réviser sa politique et pour dire voilà, on a perdu beaucoup d'années, des décennies, on a perdu des décennies, on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de temps et ça a vraiment a causé des retombées néfastes sur l'économie de la région, sur l'intégrité, sur l'humain, au Maghreb arabe qui est aujourd'hui gelé. J'espère bien que ça sera une occasion pas pour augmenter la tension, mais pour revoir les positions de l'Algérie et atténuer ces tensions avec le Maroc et pourquoi pas collaborer parce que toujours la porte du Maroc est ouverte. Sa Majesté le Roi a plusieurs fois, durant ces différents discours, a invité l'Algérie à tourner la page et à collaborer et à laisser aux Nations Unies, à laisser aux grandes puissances la question du Sahara et de la résolution de ce problème. Mais malheureusement, l'Algérie, pas l'Algérie, le régime algérien autrefois n'a pas, n'a pas réagi à ces invitations, n'a pas réagi à ces pas prises positives prises par le Maroc à l'égard de l'Algérie et a préféré d'escalader, a préféré d'augmenter la tension. J'espère bien que ça sera une autre leçon pour l'Algérie, pour qu'il le poussera à nouveau à revoir ses politiques et arrêter ces mesures et ces actions aussi à l'égard du Maroc, de la France ou de l'Espagne et de lever ce blocage sur la croissance et le développement de la région. Je pense aussi, Monsieur Badel, que c'est tout un blocage qui peut y avoir aussi sur l'UMA, comme vous l'avez dit, donc l'Union du Oui. Maghreb. Donc ça a été un frein durant ces 30 dernières années pour la réalisation de cette communauté économique qui peut être régionale, qui peut être très puissante, qui peut être un marché unique et qui peut aussi aider à avoir un accès directement sur le marché africain. Donc Oui. nous allons passer sans trop tarder encore une fois et vous retenir avec nous. On va passer à la dernière question, s'il vous plaît, de Madame Salmi, si j'ai bien compris. C'est bien ça? Bonjour, Oui, monsieur. c'est un étudiant de HEC Ahmadi, comment vous Bonjour Madame allez? Salmi. Et je remercie vivement notre cher Zahir, Badr Zahir. Donc, merci pour votre intervention. Il y a une dernière question. Apparemment, nos étudiants, en travaillant sur les secteurs, ils ont parfois, par rapport à certains secteurs, du mal à trouver clairement les accords qui ont touché ces secteurs. La question de notre étudiante porte sur ça. Merci encore une fois.
Au plaisir. Je pense Bonjour, que maître. oui, concernant les accords, il y en a juste les grands titres. Jusqu'à l'instant, ces accords n'ont pas encore été publiés, donc ça manque de. Donc, en attendant les semaines à venir pour que ces accords seront. Parce que tout d'abord, les accords seront signés par les deux chefs d'État, après ils passent par le Parlement et après le gouvernement et après la publication au niveau du bulletin officiel. Ça nécessite un peu de temps. Donc en attendant, certainement durant les semaines à venir, il y aura une certaine publication des titres accords au niveau du bulletin officiel. D'accord, donc je vous remercie, Madame Selmi. Je vous remercie pour votre question. Bonjour. Oh, oui, excusez-moi, votre Bonjour. micro. Oui, bonjour. C'est Mohamed Mouatassim, étudiant à l'HEC Business School de Rabat. Oui, bien sûr, oui, J'ai dites-moi. une question concernant les 22 accords entre le Maroc et la France. Ma question, c'est est-ce qu'on peut bénéficier en tant que des Marocains à ce partenariat à long terme ou pas? Donc, est-ce qu'il y a une garantie à long terme ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit que ce partenariat va nous donner une croissance économique au Maroc? Oui, effectivement, lorsqu'on parle du partenariat entre le Maroc et la France, on parle d'un partenariat qui est inscrit dans le temps. Donc à moyen et à long terme. Donc, ce sont des méga projets, ce sont des partenariats de collaboration et de coopération économique qui ne peuvent sans aucun doute être réduits à court terme. Donc voilà, ce sont des projets, des accords qui s'inscrivent dans le temps, qui s'inscrivent à long terme et qui vont instaurer une nouvelle réalité économique dans la région articulée sur la collaboration, la coopération et l'approche gagnant-gagnant entre le Maroc et la France. Je pense, Monsieur Badal, que cette politique a déjà été mise en place même par le Maroc bien avant, hein, pour assurer la croissance de son secteur industriel, tant sur le niveau, bien sûr, du lancement des plans d'accélération industrielle sur 2014. C'était justement dans cette vision d'assurer déjà la croissance par le biais des entreprises marocaines et des partenariats internationaux. Je pense que le Maroc n'attend pas que la France pour créer sa propre croissance, vu que si on vient analyser sur ces 20 dernières années, le Maroc est bien noté, hein, sur sa croissance. Elle est toujours d'environ 4%, dans les environs des 4% par an annuel. Donc, je pense que c'est un pays qui a déjà démontré son émergence au niveau donc, économique par rapport aux autres pays. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, effectivement, effectivement. Donc, je pense que le Maroc aujourd'hui a bien sculpté son modèle économique. Aujourd'hui, on parle d'un modèle économique articulé sur ses valeurs, sur ses règles aujourd'hui. Et c'est à travers ce modèle qu'on a pu convaincre les Espagnols pour venir investir au Maroc et devenir notre premier partenaire. C'est le même modèle qui a convaincu les Émiratis pour venir au Maroc, les Américains et aujourd'hui les Français. Donc, c'est un bon modèle qui répond aux besoins spécifiques de mutation et de mutation économique. Et Structurel à long terme, structurel et à long terme. bien sûr, Oui. structurel à long terme. À long terme, même tous les projets aujourd'hui, les grands projets menés par le Maroc, ce sont des projets qui s'inscrivent à long terme. Tanger Med, Dakhla Atlantique, Nador West Med ou autres, les projets de l'énergie renouvelable, ce sont des projets à long terme et ce sont des projets que leurs retombées positives ne concernent pas seulement le Maroc, mais concernent l'ensemble de la région et du continent africain. Je vous remercie infiniment, Monsieur Badalzaer. Donc, chers collègues, je pense que nous avons terminé cette session de questions. Merci à vous, chers étudiants, donc avec grand plaisir. Ici, nos étudiants vous remercient, Monsieur Badal, sur Oujda. Déjà, je me permets de vous remercier en leur nom. Et au nom de tout le groupe HECI, au nom de Monsieur Faisal Ressassi, je vous remercie de votre présentation pour ce webinaire, en espérant vous revoir avec nous, et échanger de nouveau, Inch'Allah. Je remercie aussi Monsieur Othman Kbaj d'avoir organisé et mis en place ce webinaire pour nos très chers étudiants dans le cadre de l'Observatoire international de l'entreprise. Encore une fois, Monsieur Badal, merci infiniment à vous. Je remercie l'ensemble des collègues d'être présents et l'ensemble de nos étudiants. À très vite, Inch'Allah. Merci à vous. Bonne soirée.